Assainissement à la une de cette édition avec les 156 villages de la province de la Sicile déclarés FDAL, fin de défécation à l'air libre. 4 années ont suffi au projet Sicile FDAL pour réaliser l'espoir. Bilan et perspective du projet dans un instant. À suivre dans cette édition, une fête coutumière inédite sur les antennes d'une télévision, le nouvel an lobby ou le bir, l'une des traditions la mieux préservée du sud-ouest. Offrandes, chants et danses étaient au programme de cette fête séculaire des 7 rameaux à lobby. Dans l'actualité internationale, Tripoli au Liban à feu et à sang, excédé par une crise économique interminable et par la pandémie du Covid-19, les populations sont descendues dans la rue et les manifestations ont fait un mort et des centaines de blessés. Merci de nous recevoir chez vous. 4 années pour mettre fin à la défécation à l'air libre dans les 156 villages de la province de la Sicile. L'exploit est à mettre à l'actif du projet Sicile FDAL. Les acteurs se sont retrouvés hier à Léo pour capitaliser les acquis du projet avec un point d'honneur sur le maintien du statut FDAL dans ces villages. Roger Kam et Isia Kanana de retour de Léo. En 4 années d'exécution, le projet Sicile FDAL est arrivé à bout de la défécation à l'air libre sur l'ensemble des 156 villages de la province. Un résultat atteint grâce à la construction par les communautés elles-mêmes de plus de 20 300 latrines, dont 3 280 en matériaux définitifs. La population, en tout cas, avec tous les chefs et tous le collège des chars, ils ont accueilli le projet à bras ouverts. Parce qu'il faut dire que c'était vraiment important. Parce que vu l'intérêt que ça suscitait avec la participation de la population, voilà, en tout cas, c'était vraiment nécessaire. Je voudrais en tout cas dire bravo à l'ensemble de la population qui a accepté ce projet, qui est innovateur, qui est un projet assez atypique, mais en tout cas qui pour nous est un projet qui a atteint vraiment les résultats escomptés. Par ailleurs, près de 55 000 enfants utilisent des pots de défécation et plus de 90% des populations ciblées pratiquent régulièrement le lavage des mains. Et pour la consolidation et la pérennisation de ces acquis, Sicile FDAL peut compter sur l'UNICEF. L'UNICEF va continuer à appuyer cette région, d'abord Sicile pour maintenir le FDAL, mais aussi toute la région et aussi d'autres régions du pays, mais pas seulement de l'assainissement. Si on veut faire une réponse, il faut avoir un paquet intégré. L'assainissement ne peut pas se faire sans l'eau, et l'eau ne peut pas se faire sans l'assainissement, tout est lié. Sicile FDAL s'inscrit dans le cadre du projet d'assainissement total piloté par la communauté. Un projet pilote exécuté dans la province de la Sicile, dans la région du centre-ouest et dans les provinces du Gourma et de la Tapoa à l'est. Vous l'avez entendu, l'assainissement ne peut se faire sans eau. Et en matière de gestion du service public d'eau potable, l'Office national de l'eau et de l'assainissement délègue ses compétences à 8 communes. Les contrats d'affermage ont été signés hier à Ouagadougou. Des contrats qui font des dites communes des maîtres d'ouvrage dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, et ce durant la période 2021-2030. Précision avec Jean-Eudes Bayala et Vincent Kendribiogo. À travers cette signature, l'ONEA, Office national de l'eau et de l'assainissement, entend renforcer son rôle dans l'approvisionnement en eau potable et en services d'assainissement dans certaines communes du Burkina Faso. Ces contrats permettront progressivement aux communes bénéficiaires d'exercer leurs compétences, leur rôle et leurs responsabilités dans le secteur de l'eau et de l'assainissement selon la nationale de l'eau. Le rôle de chacun est bien défini et nous nous en tenons à ces engagements-là depuis 15 ans de cela. Et jusqu'ici, en tout cas, tout s'est bien passé. Et on espère que les 10 ans à venir, on aura toujours les mêmes résultats. Ce qui change un peu, c'est d'abord la durée des contrats qui était de 5 ans jusqu'ici et qu'on a amené à 10 ans parce que maintenant on a estimé que, en tout cas, il y a une relation de confiance qui s'est beaucoup installée. La prise en main de l'affermage est un peu effective de part et d'autre. Pitou,
Diapaga, Diebougou sont entre autres les communes signataires de ces contrats, soit au total 8 communes. Des contrats accueillis à bras ouverts par ces maires qui s'engagent à travailler pour la réussite de la coopération. Nous sommes à la 3e génération et nous venons donc de terminer. On a eu une rencontre préparatoire et aujourd'hui c'est le clou de la cérémonie, donc les signatures de 8 communes. C'est de travailler à rendre l'eau disponible pour la population. Et au niveau des partenaires, continuer à nous appuyer. Et au niveau des communes aussi, nous allons travailler véritablement, en tout cas, à donner de l'eau potable à la population. À l'occasion, les 8 communes signataires ont procédé à la présentation du bilan de la mise en œuvre des contrats écoulés. Et en rappel, c'est en 2004 que l'ONEA s'est engagé à soutenir les communes à travers des conventions. Elle contribue au maintien des élèves à l'école et à la réussite scolaire. Il s'agit des cantines, d'où l'engagement du gouvernement burkinabé et ses partenaires à faire de ces cantines une réalité dans toutes les écoles du Burkina. Une stratégie nationale d'alimentation et de nutrition scolaire couvrant la période 2021-2025 est en cours d'élaboration. Cette stratégie et son plan d'action ont fait l'objet d'une rencontre à Ouagadougou. Souleymane Sanou et Maïmouna Traoré. Pour améliorer l'état nutritionnel des enfants avec un accès de tous les élèves à la cantine scolaire, le gouvernement burkinabé et ses partenaires ont entrepris l'élaboration d'une stratégie nationale d'alimentation et de nutrition scolaire pour la période 2021-2025. Après la production d'un rapport diagnostic, l'équipe de consultants a élaboré la stratégie et proposé un plan d'action qui sera analysé et validé au cours de cette rencontre. Les cantines scolaires ont contribué et contribuent à l'accès au maintien des élèves et à leur succès. Les ONG internationales qui accompagnent le gouvernement interviennent dans quelques régions, 3 à 4 régions, et donc c'est l'État qui prend en charge l'essentiel des écoles. Et comme les ressources de l'État sont limitées, avec l'accroissement des effectifs d'élèves d'année en année, le nombre de jours couverts par les cantines scolaires a tendance à se réduire chaque année. La stratégie nationale d'alimentation et de nutrition scolaire vient donc comme un outil pour l'ancrage réglementaire des programmes d'alimentation et un référentiel à même d'orienter les actions des parties prenantes. Au niveau de la stratégie, ça donne une vision, ça donne une ligne à suivre pour que ensemble, en fait, avec l'initiative présidentielle aussi qui va venir, pour que tout soit coordonné et pour atteindre les objectifs qui sont fixés en réalité. Le gouvernement peut compter sur l'accompagnement de ses partenaires dans le programme alimentaire mondial. Le PAM a injecté l'année dernière seulement près de 62 millions de dollars, ce qui représente à peu près 33 milliards de francs CFA dans l'économie locale. Il s'agira entre autres en termes d'impact avec la stratégie de porter le pourcentage des communes disposant de cantines endogènes de 50% en 2019 à 100% en 2025. Nous ouvrons à présent une large page consacrée à la santé et nous l'ouvrons dans la ville de Sia où la Société burkinabé de chirurgie et le département chirurgie de l'Institut supérieur des sciences de la santé ont tenu concomitamment leur journée scientifique. Des journées qui ont réuni environ 200 praticiens du Burkina et du continent africain. Kassoum Milogo et Ismaël Satouné parlé. Un duo au service de la médecine, la Sobichir, la Société burkinabé de chirurgie et le département de chirurgie de l'INSA, l'Institut supérieur des sciences de la santé, célèbrent ici leur journée scientifique. Cette messe de chirurgiens se veut un cadre de partage de bonnes pratiques professionnelles et d'expériences scientifiques dans le but de guider les plus jeunes praticiens. Aujourd'hui, nous savons que la vie des sociétés savantes à travers les animations, donc les journées scientifiques et les congrès, constitue un véritable socle pour vraiment la promotion des résultats de la recherche, la promotion de la recherche en sciences de la santé et la promotion donc de la santé. Ça permet en tout cas d'améliorer beaucoup la collaboration entre les différents acteurs de la chirurgie au niveau
du pays. Pendant 48 heures, les travaux seront principalement axés sur diverses thématiques animées par des spécialistes de la chirurgie et bien d'autres. Il y a principalement deux thèmes, donc la pratique de la chirurgie dans deux contextes. Le premier contexte, c'est la Covid-19 et le deuxième contexte, c'est la pratique de la chirurgie donc, au deuxième niveau donc, de nos hôpitaux. Nous avons à peu près plus de 200 communications qui vont être donc présentées. Créée en juin 2006, la Sobichir est une structure fédératrice des sociétés savantes chirurgicales au Burkina Faso. Elle milite en faveur d'une union de tous les praticiens de la chirurgie pour mieux être au service des populations. De Bobo, nous nous rendons à Waïguia pour retrouver la caravane de sensibilisation sur le respect des mesures barrières. Une équipe mobile a sillonné la ville avec des haltes dans des marchés et autres lieux de regroupement avec le même message. Le coronavirus est toujours d'actualité et même plus virulent. Abbas Traoré et Abdoul Rasmane Zongo. Saluer sans serrer la main, porter un masque, se laver régulièrement les mains au savon ou utiliser du gel hydroalcoolique, voilà entre autres mesures barrières contre le Covid-19, rappelées aux populations de Waïguia à travers une caravane de presse. Une équipe mobile a sillonné les quartiers de la ville, notamment les marchés et autres points de regroupement pour une sensibilisation. La ville de Waïguia n'était pas touchée par le phénomène du Covid-19, mais aujourd'hui c'est une réalité lorsque vous regardez de temps en temps la situation sur la maladie à coronavirus. Donc nous sommes sortis aujourd'hui à travers les différentes quartiers de la ville pour interpeller la population, interpeller les responsables administratifs coutumiers et les responsables, les leaders d'opinion sur le phénomène de la maladie à coronavirus. Certains ont une petite idée sur les précautions à prendre contre le coronavirus. Il faut laver les mains avec du savon, avec une botte de savon, avec le propre. Il faut éviter de salir des sangs comme ça. Les jours de barrière que je connais, c'est laver les mains régulièrement avec du savon. Utiliser aussi les gels. Au plan sectoriel, la campagne de sensibilisation est pilotée par le ministère en charge de la communication avec le soutien du cabinet d'études Wekre et dont l'objectif commun est de bouter le coronavirus hors du Burkina Faso. Retour à Ouagadougou pour découvrir le tout nouveau visage du centre de santé de promotion sociale de Dapoya. Le CSPS a fait peau neuve grâce à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou qui n'est pas restée de marbre face à l'état de dégradation avancée de la formation sanitaire. La réception a été marquée par une remise de consommables médicaux. Adama Guiti et Vincent Kendribiougo. Le CSPS de Dapoya se refait un nouveau visage. Les murs intérieurs repeints et la terrasse désormais revêtue de carreaux pour offrir au personnel soignant et aux usagers un cadre plus sain. Il y a un changement qualitatif. Et vraiment, tout le monde peut témoigner. Le bâtiment était dans un état de dégradation avancée. Et vraiment, c'était un souci pour nous. Et depuis les inondations du 1er septembre, le bâtiment a été fortement impacté négativement. Et nous avons frappé à toutes les portes, mais sans succès. Et c'est l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou et Kado qui a fait le choix de réfectionner le centre de santé dans le cadre du centenaire des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Dapoya, c'est voisin de l'église centrale et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus. Mais il faut dire aussi que nous avions visité d'autres centres de santé où on voulait intervenir, mais le besoin était plus pressant ici. C'est pourquoi nous sommes venus et nous avons fait ce que nous avons pu faire pour améliorer les conditions de travail de ceux qui sont ici. C'est le secrétaire général du ministère de la Santé qui réceptionne le CSPS rénové en présence du personnel, mais aussi des notables de Dapoya qui saluent tous cette intervention de l'Église. C'est un élan d'une communauté que nous saluons parce que c'est un élan qui a été fait en faveur de l'ensemble de l'intérêt général de la population. Et c'est ce que nous souhaitons en cette période, puisque c'est la cohésion qui va amener à ce que nous puissions améliorer le vivre ensemble, mais aussi faire en sorte que nous puissions offrir des soins de qualité aux populations.
En plus des travaux, l'église centrale fait don de consommables médicaux et des équipements d'assainissement destinés au CSPS et au centre médical urbain de Ouagadougou. Et parlant du centenaire de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina, le comité d'organisation était face aux hommes et femmes de médias, une conférence de presse pour décliner les principales articulations du centenaire dont le clou aura lieu du 11 au 14 mars prochain. Un jubilé célébré sous le signe du retour aux fondamentaux. Jean-Eudes Bayala et Sekou Zongo. L'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a 100 ans cette année. Un centenaire que cette congrégation religieuse entend marquer d'une pierre blanche à travers une célébration sous le signe d'un nouveau départ. C'est ainsi annoncé par cette conférence de presse les activités commémoratives d'un siècle d'existence de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. La route de la mission pour aller visiter et dire merci aux autorités coutumières et administratives, et aussi parler aux enfants pour les encourager à réellement garder la foi. La troisième activité, il s'agit des célébrations régionales où dans chaque église locale des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, il y a la semaine de célébration, des temps de prière, des temps d'enseignement, des temps d'évangélisation et aussi des temps de travaux communautaires. Ce centenaire est aussi un moment de rétrospection de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Le moment de revisiter la contribution de l'Église au développement du Burkina Faso, selon le président du comité d'organisation. La toute première préoccupation de nos missionnaires était l'alphabétisation en langue nationale. Dès 1921, ils ont lancé ce que nous appelons aujourd'hui le bantare, mais aussi à coudre et à tricoter. Ils ont contribué à l'émancipation de la femme en luttant contre le mariage forcé et les mutilations génitales. En ce qui concerne l'agriculture, le maraîchage et l'élevage, plusieurs des apprenants ont été primés. Mais l'arbre ne devrait pas cacher la forêt. Les défis restent énormes, confessent les conférenciers. Le centenaire de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso est donc un moment de liesse populaire, mais surtout de recueillement et d'intercession devant Dieu pour un avenir plus radieux pour les croyants et pour tous les Burkinabés, précise pasteur Samuel Yamego. Démarré depuis le 1er janvier par diverses activités, la célébration officielle du centenaire est prévue se dérouler du 11 au 14 mars prochain à Ouagadougou. Vous l'aurez compris, nous sommes dans la page culture de cette édition et nous l'ouvrons par l'ambiance de la soirée de récompense dite des 12 personnalités culturelles de l'année. Dans la catégorie meilleur artiste, le premier prix revient à Amzi et celui du public à Miss Tania. Le palmarès complet avec Nomba Kouda et Amandine Alassaga. Il est le meilleur artiste musicien de l'année des 12 PCA 2021. Une distinction qui récompense les personnalités culturelles de l'année. Amzi succède ainsi à Dez Altino, meilleur musicien des 12 PCA 2020. Il reçoit également le prix du meilleur featuring avec l'artiste grec. Le prix du public de l'artiste de l'année revient à Miss Tania, ici représentée. Abdul Willy est sacré meilleur présentateur et le prix du meilleur live est attribué à Don Sharp de Batero. Ce sont au total 12 personnalités culturelles qui sont récompensées dans le palmarès officiel. Ça représente une fierté. Déjà à la base on fait de la musique pour se faire plaisir et
Et après, si le travail est reconnu et que vous êtes récompensé, ça me fait que faire plaisir, alhamdoulilah. Je suis heureuse bien sûr parce que ce trophée, je dédie à l'art plastique. Avec mes grands frères qui étaient avec moi, bien sûr, parce que je suis tout émue et je pense que c'est l'art qui gagne, quoi. C'est un sentiment de fierté, vous savez que nous avons traversé une année culturellement difficile, donc c'est un symbole de résilience, pouvoir justement dans un contexte difficile arriver à mobiliser les partenaires, arriver à avoir des personnes qui puissent souscrire à l'idée d'organiser une grande manifestation culturelle après donc le déconfinement, c'est un sentiment de satisfaction. Les 12 PCA visent la promotion des artistes, le développement et la préservation des valeurs culturelles selon ses organisateurs. Avant, on avait l'impression qu'on se retrouvait uniquement dans les grandes métropoles, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Maintenant, nous avons vraiment ouvert la cagnotte, si on peut le dire, à Koudougou, à Bobo-Dioulasso bien sûr, à Dori, partout, ou à Kaya. Donc, c'est ça un peu notre challenge. Les gens se sont appropriés en fait les 12 PCA et c'est ce qu'on souhaitait depuis le début du projet. La 9e édition des 12 PCA s'est voulue reconnaissante envers des doyens qui contribuent au rayonnement de la culture burkinabé. Ils reçoivent des trophées d'honneur au cours de cette soirée de distinction ponctuée par des prestations artistiques, humoristiques et des défilés de mode. Hommage est rendu aux dévanciers Moustapha Tombiano, Simon-Pierre Nikiema, plus connu sous le sobriquet Briga du commissariat de Tampi, et au journaliste Yannick Sankara, tous décédés entre 2 éditions des 12 PCA. Théâtre à présent et nous vous amenons à la première des Immortels, une pièce en représentation depuis le 27 janvier au CITO. De quoi parle le spectacle? Suivant ce reportage de Daouda Ouattara et Amadou Marcel Tou. Je l'ai écrit dans la lettre, vous aviez lu, vous saviez. Faut qu'elle boive. Éprouvée par le mauvais comportement d'un enseignant à l'endroit de sa protégée, Madame Mosky n'a qu'une chose en tête, la vengeance. Toute la classe pouvait rire. Et vous l'avez attrapée par la nuque. Une petite écervelée qui aime se faire servir. Voilà ce que je lui ai dit. Et pourquoi encore? Torture, sévices corporels, menaces de mort, tout passe, pourvu que l'enseignant paye de ses actes. J'ai peur de tout, comme un animal. Mais si tu passes la frontière, personne ne pourra plus t'arrêter. Tu rigoles en cavale comme dans les films? Et ma fille, je la mets dans ma valise. À travers cette première représentation de la pièce Les Immortels, les auteurs dépeignent des situations où les acteurs de mauvaise foi sont souvent pris dans leur propre piège. On a beaucoup pensé aussi à ces gens qui sont brigadés dans des... chez les djihadistes ou des choses comme ça qui partent sur une histoire. Alors peut-être qu'à un moment ils partent pour des raisons que je ne connais pas, mais voilà. Et à un moment ils peuvent plus faire demi-tour, ils sont embarqués dans cette histoire et ils vont être obligés d'aller au bout de cette histoire. Il n'y a pas vraiment d'échappatoire. Donc voilà, c'est ces endroits-là de non-retour qu'on a essayé de traiter et de voir comment les gens, au bout du compte, quoi qu'il en soit, il va falloir trouver une solution, sinon on va se foutre sur la gueule. Et l'idée, c'est quand même de ne pas se foutre sur la gueule. Créée en 2018, la pièce Les Immortels sera jouée du 27 janvier au 13 février prochain aussitôt. Voilà, et qui parle de théâtre, parle de mise en scène, et nous avons avec nous sur ce plateau M. Paul Azungrana. Il est metteur en scène et président de la Fédération nationale du théâtre. Bonjour. Bonjour Madame Kulbali. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors vous venez de suivre avec nous cette pièce, un bout de cette pièce théâtrale. C'est dire que malgré le Covid-19, les acteurs du théâtre sont restés actifs et surtout créatifs. Ben oui, il faut dire même que le Covid nous interpelle. Il faut continuer à inventer de nouvelles façons de faire pour garder le rendez-vous avec le public. Et c'est le lieu pour moi de saluer le travail que fait le CITO, qui est un très grand travail, et aussi que fait l'ensemble des acteurs du théâtre de notre pays. Alors, vous êtes metteur en scène. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le rôle d'un metteur en scène? Alors, tout simplement, il faut dire que le metteur en scène, c'est celui qui traduit le texte
la littérature là sur scène, de façon vivante. C'est le chef d'orchestre de la création d'un spectacle, c'est-à-dire que concrètement, il met en scène, il conçoit les scènes, il travaille les liaisons, il travaille l'organisation entre les acteurs, les costumiers, les scénographes, la technique lumière et son. Donc, c'est le chef d'orchestre de la création d'un spectacle. Okay. Alors, vous travaillez avec plusieurs artistes bien connus. On a par exemple le Moussa Petit Sergent, bien connu sur le plan national et international. Alors, au regard de ce que vous venez de dire, on peut dire que vous êtes un faiseur de stars en tant que chef d'orchestre. C'est trop d'honneur, hein. Beaucoup d'artistes le disent, mais je trouve que c'est vraiment trop d'honneur. C'est un métier. Nous essayons de mettre la lumière, voilà, de donner de la lumière où il faut de la lumière. Voilà, c'est important. Les acteurs ont beaucoup de talent et notre métier aussi sert à révéler ces talents-là et c'est ce que nous tentons de faire tant bien que mal. Et puis si ça fait émerger d'autres, c'est tant mieux, on est fiers. Est-ce qu'on peut en savoir davantage sur les artistes avec lesquels vous avez travaillé? Par exemple, on a Moussa Petit Sergent qui est prix Découverte RFI, je crois. Oui. Et vous travaillez avec quel autre artiste? Alors, c'est énorme. Hein. On travaille et ici et aussi à l'international. Il y en a beaucoup. Je peux dire qu'il y a peu d'artistes avec lesquels même on ne travaille pas. Donc, il faut dire que la plupart... et c'est un plaisir pour nous de pouvoir... Parce que c'est du donner et de recevoir. Nous aussi, nous gagnons beaucoup de l'imaginaire de ces acteurs-là, de leur expérience, de leur savoir-faire, et donc on se construit mutuellement. Est-ce qu'on peut dire que le métier nourrit son nom au Burkina? Je crois, et il y a beaucoup encore à faire, mais c'est un métier qui peut vraiment bien nourrir son nom. Alors, M. Zungrana, vous travaillez sur un projet artistique, je crois, le Thiogo de la recherche théâtrale, qui commence ce lundi. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Alors, le Thiogo de la recherche, c'est une formation. Le Thiogo signifie initiation. Donc, c'est initier des artistes professionnels de théâtre à la dimension de la recherche. C'est les amener à être des producteurs de pensée au lieu de rester simplement des consommateurs de pensée et d'ailleurs. C'est dire qu'on travaille au fur et à mesure à ce que les artistes eux-mêmes contribuent à la création de solutions endogènes des problèmes artistiques. Ne plus attendre que les solutions nous viennent d'ailleurs, mais dire que nous sommes nous-mêmes capables d'inventer les solutions, d'inventer de nouveaux narratifs de notre culture, de notre métier et d'être des producteurs de sens. Concrètement? Alors, concrètement, c'est une formation d'1 mois qui a 4 modules. Ça va être animé par des éminents formateurs bien connus, tels que professeur Prosper Compaoré, qui est un éminent homme de la culture et du théâtre de notre pays, docteur Sédogo de l'INES, docteur Zorom, sur la propriété intellectuelle. Donc, il y a assez de modules, et M. Hildever Meda, qui est un très grand metteur en scène, vu que vous parlez de mise en scène, qui est un très grand chercheur de notre pays en termes, dans le théâtre. Et donc, tous ces gens-là, et d'autres personnes ressources, vont mettre leurs connaissances en contribution pour former des artistes qui sont déjà à un niveau professionnel. Donc c'est une formation qui s'adresse à des metteurs en scène déjà confirmés, à des dramaturges et à des techniciens de la scène comme des scénographes, des techniciens, et qui viennent de toutes les régions du Burkina Faso. Merci M. Zungrana pour ces informations et surtout d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Vous restez avec nous pour la suite de cette édition, une suite pour une cérémonie inédite sur les antennes d'une télévision, le BIR. Il s'agit de la célébration du Nouvel An en pays Lobi, une fête coutumière faite de réjouissances et d'offrandes. Une autorisation spéciale a été accordée à notre équipe de reportage de Gawa qui s'est rendue à la source du BIR, le village de Gban, dans la commune de Boussera. Kassoum Tony, Seydou Tondé et Seydou Judicaël Poda signent le reportage. Toutes les coutumes et traditions de l'ethnie Lobi démarreraient par la mélodie que distille ce balafon accompagné de ses tambourins. C'est le bir. En français, faire le malin, c'est une musique et une danse moins fougueuse que celle habituelle, célébrant le nouvel an chez les Lobi selon les dignitaires de cette tradition. Le bir est le début de toutes les coutumes Lobi. C'est ici que les autres s'abreuvent. Tous ceux qui sont ici viennent emporter un bout de fétiche du bir pour les aider dans leurs différentes activités.
Le bir, c'est une danse, et puis tout le temps on fait. À commencer dans les vôtres parents, ils sont à terre. Mais là aussi, quand on dit c'est bir, quand les parents vont dire on amène les parents au monde, mais aussi la mère au monde chez le bon. Si tu vois les lobbies, ils sont au monde. Si tu vois quelque part on danse à faire du bir, ça commence ici. Le bir, c'est aussi le lancement officiel des rites et rituels de ce peuple. La procédure de démarrage des festivités commence par la musique et se poursuit par des rituels sur la colline sacrée de Gbon. Une colline où repose une culture encore bien préservée. Chez les lobbies, ils ont dit que le bir, c'est commencé par 2 étapes. Et le jour d'aujourd'hui, ça c'est pour les sacrifices. Les gens vont sur la colline sacrée pour faire leurs vœux. Ainsi que ceux qui ont fait aussi des vœux, qui ont réussi, que les vœux ont réussi, ils veulent venir rembourser. Et la deuxième étape, c'est la danse. On va se voir aller les grands-parents, il y a aussi Quitter Badora, après Boum, Koubao, on va se voir et puis on va décoller. Quand on va décoller, après ça va éteindre. Maintenant on va dans les montagnes. Dans les montagnes, c'est les parents. Ce qui toi tu veux, ce qui est important là, c'est ce qui te va aller chercher là-bas. Une fois ces offices coutumiers réalisés à la source du bir, l'ensemble des lobbies peuvent désormais pratiquer cette danse partout où ils se trouvent. Chacun s'abreuve à la source à Gbon et dans 2 autres villages. Quand les parents disent apparaît, mais à la radio mais ça ne parle pas ici. Toi mais ça ne vient pas ici. Mais on a débrouillé avec nous, on a demandé on va en Pampé. Actuellement, on veut ouvrir les coins en Pampé. Ma première fois que je suis venu ici, j'étais émerveillé. Et je dis bon, voilà vraiment une occasion pour nous, en tant que les responsables de la commune, de voir dans quelle mesure nous allons essayer, nous allons lancer un cri de cœur à nos autorités, aux acteurs de la culture, pour qu'ensemble on essaie de voir qu'est-ce que nous pouvons faire vraiment, pour vraiment faire quelque chose dans ce village-là, pour que ce que nous vivons aujourd'hui ne puisse pas disparaître. Ces us et coutumes ont traversé le temps et l'espace dans leur authenticité grâce à l'esprit conservateur des détenteurs. L'initiative de pérenniser cette culture est le premier pas vers une ouverture au monde. Hors de chez nous au Liban, les populations sont très remontées contre les autorités. La crise économique latente à laquelle s'est ajoutée la pandémie du Covid-19 ont fini par révolter les populations qui sont dans les rues depuis 4 jours. Rien ne va plus à Tripoli au Liban. Au 4e jour de manifestation contre la gestion de la pandémie de Covid-19, des foules en colère de quelques centaines de personnes ont jeté des cocktails Molotov dans les locaux de la mairie de la ville et ont provoqué un violent incendie la nuit dernière. Tripoli, la 2e ville du Liban, est l'une des plus pauvres du pays. La population qui souffrait déjà d'une grave crise économique a fini par se révolter après l'instauration de l'un des confinements les plus stricts au monde. Les 4 dernières nuits se sont soldées par un mort et plus de 300 blessés. Jeudi, une centaine de personnes avaient d'abord défilé dans les rues en s'arrêtant successivement devant différentes résidences de responsables politiques de la ville, les interpellant et tentant d'y pénétrer avant d'en être empêchés par l'armée qui a été déployée en renfort. Avec plus de la moitié de ses habitants vivant sous le seuil de pauvreté, Tripoli avait déjà été l'un des épicentres du mouvement de contestation sans précédent d'octobre 2019, dirigé contre une classe politique accusée de corruption et d'incompétence. On s'arrête là pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Bon week-end en compagnie de nos programmes.